C'est la formule des pauses musique. C'est une formule qui a démarré dans le monde anglo-saxon, qu'on appelle en Angleterre les lunchtime recitals, les récitals de l'heure du déjeuner. Il s'agit de récitals informels, à entrée libre, qui sont courts. Ici, ça ne dure qu'une demi-heure, pendant lesquels un programme sera donné, un programme différent sera donné à chaque semaine. C'est moi qui vais faire ces auditions au moins jusqu'au début du mois de septembre. C'est ma formation première organiste. J'ai fait ma formation au Conservatoire de musique de Trois-Rivières, au Québec. Je suis en France depuis 1981. J'ai été organiste à Paris pendant 12 ans. Je me suis retrouvé à Limoges. Je travaille au Conservatoire de musique depuis 1995. J'enseigne l'histoire de la musique et l'analyse musicale. Si on veut résumer l'histoire de l'orgue, il faut remonter au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On est à Alexandrie. Un certain Ctésibios, qui était en quelque sorte un ingénieur, un architecte, a inventé le premier stade de l'orgue, ce qu'on appelle l'hydraule. Hydraule parce qu'il y avait un réservoir d'eau qui en fait servait à garantir une pression d'air égale. Ça s'est répandu dans le monde hellénique et puis dans le monde romain pendant l'Antiquité. C'était un instrument de palais en fait, ou alors un instrument d'extérieur. Il servait par exemple dans les jeux du cirque à Rome à une certaine période. L'instrument a été réintroduit en Occident en 757 sous la forme d'un cadeau diplomatique de l'empereur de Byzance Constantin V à Pépin le Bref. Et ce sont des moines qui, les premiers se sont intéressés à ce qui était en fait un produit de haute technologie de l'époque et qui vont réintroduire l'orgue d'abord dans les monastères à partir du XIe siècle, puis dans les grandes églises, les cathédrales à partir du XIIe. Donc on voit que l'histoire de l'orgue en Occident est étroitement liée au culte depuis environ un millénaire. Alors évidemment, ça incite à un répertoire qui est très, très sérieux, très savant, qui se veut profond. Mais ça n'est pas que ça. C'est un répertoire qui va dans des directions extrêmement différentes, extrêmement variées. C'est un univers tout à fait passionnant. Des compositeurs aussi importants que Bach, Jean-Sébastien Bach, ont consacré une grande partie de leur travail créateur à l'orgue. Il nous reste environ 350 pièces uniquement de Jean-Sébastien Bach. Alors vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Hein. Alors cet instrument date de 1876 pour sa partie la plus ancienne. C'est un facteur du nom de Jean-Baptiste Guis qui en est l'auteur. Il comportait à l'époque 2 claviers, 22 jeux et était placé à la tribune qui se trouve à l'arrière de l'église. Il a été déplacé à cet emplacement à la toute fin du 19e quand on a décidé d'installer les verrières qui sont là. Et en 1980, la décision a été prise d'augmenter l'instrument et de le modifier au niveau du style. C'est le facteur Théo Erfer qui est l'auteur de cette dernière intervention. C'est à ce moment-là que le positif de Do, qui se trouve derrière moi, a été ajouté. Et il a porté l'orgue à 33 jeux. Donc il est passé de 22 à 33 jeux. Alors, je vais commencer par le pédalier, dont la fonction la plus courante, c'est pas la seule, c'est de jouer l'équivalent des basses de l'orchestre, violoncelle, contrebasse, basson. C'est là que sont placés les jeux les plus graves, les sons les plus profonds. Les 3 claviers ont des rôles différents. Vous avez le clavier principal qu'on appelle grand orgue, qui se trouve dans le corps de buffet qui est devant moi. Et puis dans mon dos, il y a ce qu'on appelle le positif de Do, qui est une espèce de réplique en plus aigu et en moins fort du grand orgue. Et il y a le clavier dit de récit auquel traditionnellement on confiait des solos. Ici on a 4 octaves et demi, 56 notes. Et puis ce que vous voyez en façade, les tuyaux, ça n'est qu'une toute petite partie de la tuyauterie qui se trouve à l'intérieur de l'instrument. En résumé, un jeu fait entendre un tuyau par note sur toute l'étendue du clavier. On appelle un jeu une série de tuyaux qui ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qui sont construits de la même façon et qui ont le même timbre, la même intensité.
Alors ici, c'est un instrument de 33 jeux, multiplié 33 par le nombre de notes qu'il y a sur un clavier. Ça vous donne un ordre de grandeur pour le nombre de tuyaux qu'on a à l'intérieur de l'instrument. On a une soupape qu'on doit ouvrir, qui se trouve au bout de cette mécanique. Et cette soupape, elle s'ouvre exactement de la même manière qu'on abaisse la touche. Il y a un petit peu d'inertie, étant donné la longueur de la mécanique. Mais ça n'a rien à voir avec la mise en vibration d'une corde très tendue. Tous les jeux d'un même clavier ne vont pas forcément parler. Les tirants de registre qu'on a ici actionnent des planches coulissantes qui sont placées sous les rangs de tuyaux des jeux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand le jeu est tiré, les trous de cette planche coulissante sont vis-à-vis les trous des tuyaux, l'air peut passer, et quand on repousse, eh bien, les trous ne sont plus vis-à-vis, les jeux restent muets. Alors on peut comme ça changer d'un plan sonore à un autre, voilà. Ce qu'à l'orchestre on peut faire en ajoutant ou enlevant des instruments, nous on le fait en passant d'un plan fixe à un autre. C'est pas la grosseur de l'instrument qui fait son intérêt musical. C'est un peu comme si la qualité d'un tableau devait être fonction de sa grandeur. Voilà.